Ladies and gentlemen, on this very last day of this conference, Mesdames et messieurs, c'est la toute dernière journée de cette conférence et j'ai l'immense honneur et le plaisir de vous présenter ces deux personnes ici, Jeff DiLeo et Andy Olson, qui vont vous parler dans cette présentation de tracing dans le kernel avec eBPF. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est Extended Berkeley Packet Filter. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous présenter ce que c'est, ce que ça fait et comment on peut l'utiliser dans le kernel Linux. Ils vont vous parler de quelques aspects pratiques de cette technologie, au-delà de simplement du profiling de code. Et pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on va un peu jouer aux dieux ici sur cette scène. C'est ça? On va juste un petit peu avoir le pouvoir qui nous monte à la tête, c'est tout, juste un peu. Et si on joue assez aux dieux, peut-être qu'on verra le Flying Spaghetti Monster. Tenez un applaudissement, s'il vous plaît. Welcome. I'm Jeff. Bonjour, je suis Jeff et voici Andy. On est des chercheurs en sécurité, on est des consultants. On fait de la recherche, on trouve des bugs, on explique aux gens comment les fixer. Et on a pas mal joué avec eBPF récemment. eBPF. Donc eBPF, c'est Extended Packet Filter. Pour ceux qui ne savent pas, it's Berkeley Packet Filter. Donc c'est une machine virtuelle avec du bytecode qui est conçue pour tourner directement dans le kernel et qui est capable de filtrer des paquets de manière très rapide, de faire du packet filter très rapidement. eBPF, c'est un langage qui n'a rien à voir avec ça. Et c'est conçu pour être compilé just in time. Et ça fonctionne sur à peu près n'importe quelle architecture de CPU. Donc ça ressemble à un langage très restreint de C, fait vraiment pour être très rapide. Et c'est conçu pour fonctionner n'importe où dans le noyau Linux à partir du moment où on a besoin de faire certaines choses de manière programmatique, un peu comme avec un script. Donc vous lui envoyez, vous lui dites ce que vous voulez faire et ça vous donne un file descriptor et vous pouvez travailler avec ça. À quoi ça ressemble? Donc, voici à quoi ça ressemble, c'est très horrible. Ça ressemble plein de macros, on dirait des C. Personne ne devrait avoir à écrire ça. Mais qu'est-ce que c'est eBPF? C'est en gros, c'est une implémentation de BPF qui met toutes les règles de côté, qui ajoute plein de registres, plein de fonctionnalités pour appeler des fonctions dans le noyau de manière arbitraire. Et ça s'applique à un tas de choses. Tu peux vérifier du bytecode. Il y a quelque chose pour vérifier le bytecode. C'est pas très bon en fait, à vérifier ou à valider. Mais sa fonctionnalité principale, c'est les fonctions d'assistance qui vont vous permettre de faire des choses en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, ça permet de lire des zones de mémoire arbitraires dans le noyau. Pourquoi eBPF? Les performances en premier. Parce que bien sûr, quand vous faites du filtrage de paquets, vous faites souvent ça au moment où, dans le trafic directement, en ligne directement. Donc vous avez besoin de performance pour ne pas réduire la vitesse de votre transfert. Et ça fournit un système directement dans le kernel qui permet de faire du filtrage de choses dans le kernel pour réduire le besoin d'avoir des modules kernel custom avec des bugs dedans. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Et comme on ajoute des fonctionnalités à eBPF, la définition n'arrête pas de changer, mais parce que les gens aiment bien ça. Donc, OK, plus simplement, pourquoi on veut ça? Parce qu'on aime bien mettre des hooks un peu dans tout ce qu'on a, en particulier dans le kernel Linux. Et eBPF nous donne la possibilité de faire ça sans risquer des crashs dans le kernel, parce que c'est le genre de truc qu'on a tendance à avoir quand on commence à écrire nos propres modules de kernel en C. Et c'est pour ça, du coup, que cette présentation est sur le tracing dans le kernel. Donc, eBPF, c'est cool parce que ça a la possibilité de nous donner comme des traces, qui est un système de tracing qu'on trouve dans Solaris et BSD, etc. Et ça, eBPF a quand même moyen de faire une bonne compétition à des traces. eBPF n'a pas les moyens, comme dans, par exemple, Solaris, d'avoir tout sous forme d'événements. Linux sera pour l'embarras aussi standardisé, mais on est quand même pas mal.
eBPF a beaucoup de fonctionnalités parce que comme on écrit du code qui ressemble presque à du C et qu'ensuite on le compile pour l'exécuter sous forme de fil dans le kernel, on a énormément de flexibilité. Alors, des traces, c'est basé sur simplement une ligne de commande et il y a des opérations prédéfinies. eBPF, par contre, ça permet de faire plein de trucs complètement fous. Parlons un peu de tracing. Le tracing, c'est simplement une forme de logging qui est un petit peu avancée et ça permet de loguer, par exemple, l'exécution d'un programme. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose, ça. Nous, on ne s'intéresse pas spécialement à du logging ici. On veut pouvoir regarder des valeurs et hooker des trucs et observer des choses et voir ce que ça fait à l'intérieur. Donc, on s'intéresse à ce qu'on appelle du tracing dynamique. Qu'est-ce que c'est le tracing dynamique? Alors, il y a deux choses. La première, c'est de pouvoir activer et désactiver des fonctionnalités existantes. Ça, c'est le premier mode. Et le deuxième, c'est de pouvoir ajouter des fonctionnalités arbitraires qui n'étaient pas là avant. Donc, nous, on s'intéresse au deuxième, mais on ne s'intéresse toujours pas vraiment au logging. On s'intéresse à l'instrumentation dynamique. Et il y a deux façons d'instrumenter dynamiquement des choses. La première, c'est ce qu'on avait à faire du hook de fonction. Et le deuxième, c'est d'instrumenter des instructions. Et en fonction de ce que vous voulez faire et de quel est votre objectif quand vous faites du hooking, peut-être que le hooking de fonction est implémenté avec de l'instrumentation d'instruction, mais eBPF, c'est à peu près ce que ça fait. Donc, le titre réel de cette présentation, c'est instrumenter Linux avec eBPF pour du fun et du profit. Mais si on mettait ce titre-là, ce serait certainement pas accepté, donc on a fait un autre titre à la place. Donc, parlons un petit peu de l'histoire de eBPF. Donc la chose la plus importante, c'est Kprobs, qui a déjà presque 10 ans d'âge. Et de nos jours, ça vous permet de vous intégrer dans certains endroits du noyau. Hook. Donc vous pouvez rajouter de la logique autour de fonctions, par exemple, savoir quand elles se terminent. And if for whatever reason it can't do a fast path of finding all the exits, it will essentially just use a breakpoint and single step through, which is slow. Donc ça vous permet également de faire, vous avez des fonctions de single step, breakpoint. On a ftrace, c'est une API au niveau file system qui vous permet de rajouter des kprobs directement dans le kernel, c'est pas très important. Mais c'est utilisé, c'est pas très important, mais c'est utilisé avec eBPF. Perfevent, c'est plein de choses vraiment folles qui vous permet de mesurer plein de choses, par exemple des copies entre le noyau et l'espace userland. On a tracepoints, donc vous pouvez, on a uprobs, c'est comme kprobs mais pour la mémoire utilisateur. Et eBPF, ça combine tous ces outils-là ensemble. Toutes ces différentes technologies dans le noyau sont rassemblées dans eBPF. Et donc, eBPF vous permet donc de prendre toutes ces données et de les combiner ensemble via une de deux API. Donc, typiquement, on va utiliser quelque chose qui permet de charger du code depuis du user space. Et ça permet de faire que l'user space mette à jour ce code et ensuite envoie des données dans le kernel pour faire marcher ce code. Alors, la façon que tout ça va marcher, c'est qu'on fait tout un tas de syscalls un peu compliqués et à la fin, on fait notre appel au syscall BPF qui lui permet de charger le programme. Et ensuite, on utilise sysfs avec une interface particulière et ça permet de faire kprob pour définir une probe. Et ensuite, on peut utiliser perfevent et ça permet perfevent, pardon, et on lui passe l'ID du kprob qu'on a créé. À ça, on attache l'ID de notre programme BPF qu'on avait créé et ça permet de l'exécuter. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. Il y a une autre façon de faire maintenant dans laquelle on peut carrément ne pas faire toute la partie avec ftrace et tracefs. Mais en général, on fait quand même cette méthode-là puisque si on regarde les étapes en bas de cette page, c'est nécessaire. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Donc, cette méthode, une chose qu'elle fait, c'est qu'elle garde la perf ouverte pendant toute l'exécution. Donc, une autre façon de ne pas faire de BPF, c'est la façon typiquement de le faire comme on fait dans systemd. Et ça, c'est parce que écrire du code de BPF, c'est très difficile. C'est quasiment impossible d'écrire ce code-là.
C'est vraiment très difficile. En plus, il n'y a pas de support pour des bibliothèques partagées de haut niveau. Donc, comment on fait? On utilise BCC. C'est un compilateur de BPF en eBPF. Alors, dans cette présentation, je ne vais pas parler beaucoup de BCC. Bon, ce n'est pas le sujet de BCC, mais on va quand même l'utiliser pour à peu près tout ce qu'on fait, puisque c'est un peu le seul outil qui peut se brancher sur ces API du kernel. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que les gens qui écrivent BCC, c'est les mêmes personnes qui écrivent le support dans le kernel pour eBPF. Donc, ils écrivent un peu leurs propres API dont ils ont besoin. Elles ne sont pas spécialement très bien documentées parce qu'il n'y a que quand on en a besoin. Et même quand il y a de la documentation, ça c'est pas vraiment suffisant. Même cette liste de syscall qu'il faut faire, c'est pas documenté clairement en fait. J'ai dû aller lire ce qu'il y avait dans BCC pour comprendre comment ça marchait. Donc BCC, c'est un peu la seule option pour vraiment instrumenter ici. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire un tracer avec BCC? Généralement, on va utiliser une API que BCC fournit. Et malheureusement, il va falloir écrire ça comme un seul et unique fichier en Python. Et plus le code devient long, plus c'est compliqué de le maintenir. Donc, votre code en C, généralement, ça va être une chaîne dans votre code Python. Et la structure générale, ça c'est la structure vue de très haut niveau, c'est globalement, vous avez votre chaîne de caractères, vous dites à BCC de compiler ça en eBPF, et vous lui dites de l'enregistrer sur certains events, comme par exemple kprobs ou vos maps d'IO, et ça vous donne une fonction de callback, et tout marche magiquement. Alors, il y a des limites un petit peu compliquées à comprendre, qui vont probablement être supprimées dans le futur, mais à l'heure actuelle, il y a ces limites qui sont un petit peu embêtantes. Mais bon, essayons d'écrire un peu de code. Alors, voilà un programme eBPF qui utilise kprob, dans lequel qu'on va charger avec BCC. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors BCC génère énormément de code de façon cachée. Donc par exemple ici avec cette syntaxe avec le double underscore, ça permet de dire à BCC que vous voulez utiliser kprob sysopen. Et ça c'est une façon de dire quel syscall vous voulez utiliser. Alors les noms changent selon la version du kernel que vous avez, en particulier récemment, mais la façon globale de marcher reste la même. Alors, on écrit ça, et ensuite on va juste appeler printk, qui est un peu la même chose qu'un printk comme vous auriez si vous écriviez un module kernel normal, et on l'exécute, et on n'obtient rien. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a rien obtenu? Ah, mais oui, libc, mince. Alors, la glibc, par le passé, a fait plein de choses pour essayer d'éviter d'utiliser le syscall open. À la place, la glibc essaie d'utiliser openat à la place de façon transparente. Donc à la place, on va instrumenter openat et à partir de là, on commence à voir ce qui se passe dans votre système. Donc, et si on généralisait ça un peu, pourquoi on a besoin d'appeler 2 fois kprob, puisque en fait, on s'intéresse à une seule fonctionnalité? Parce qu'en fait, open et openat vont au même endroit. Ils appellent sysopen, qui est l'implémentation générique dans le kernel pour ces deux choses. Donc, on peut instrumenter les deux en même temps. Et dans notre printk, on rajoute un %s. Et là, on peut afficher quel pathname a été utilisé pour appeler ça. Et ça, permet de voir plein de trucs qui se font dans procfs. On voit systemd, journald qui appelle les trucs. Systemd, c'est un peu effrayant de voir tout ce que ça fait ici. Mais bon, utiliser ce printk ici, c'est en fait un peu dangereux. Et la raison pour ça, c'est parce que tout comme ftrace, il y a un seul buffer de log qui est partagé pour tout le système. Donc ça veut dire que si on a plusieurs tracers actifs, il peut y avoir des collisions entre les deux et personne ne sait qu'est-ce qui appartient à qui. Les programmes eBPF ont aussi une race condition à l'intérieur à cause de ça. Puisque, à cause de la façon dont eBPF peut être safe, c'est que c'est dans un processus d'exécution qui a créé l'objet que ça s'exécute et ce processus contrôle le file descriptor. Et globalement, quand votre dernier processus qui a ce file descriptor meurt, votre programme eBPF est supprimé, déchargé, et ça détache toutes les kprobs qui étaient attachées. Et là, il y a une race condition parce que ce programme se termine, et si la kprob est toujours enregistrée, ça exécute le code. Ça essaye de loguer, et votre kprob va être détaché après, mais il n'y avait aucun client pour recevoir le message. Et donc, le message reste là jusqu'à ce que quelqu'un décide de le lire. Et donc, la prochaine fois qu'un processus va essayer de tracer quelque chose avec printk, il va immédiatement voir tous ces messages qui viennent de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un problème. Donc à la place, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit tout réécrire pour utiliser votre propre mécanisme de transfert de données. Et donc, une façon de faire ça, c'est qu'on utilise la fonction, le buffer perf output de perfEvent. Donc là, on a des macros un peu compliqués qui sont fournis par BCC. Et on peut aussi
mettre en place un espace de stockage temporaire parce que les buffers de BPF, de la stack, c'est seulement 512 octets. Et nous, on utilise des espaces de stockage qui sont plus gros pour stocker nos données. Et donc, ça va pas rentrer. Donc, on crée aussi cet espace temporaire. Donc, on utilise ici des systèmes de stockage qui sont per CPU, des BPF per CPU, qui sont parfaitement sûrs tant qu'on ne change pas de CPU d'exécution pendant l'exécution. Et on a des notations ici qui permettent de dire comment est-ce qu'on accède aux éléments là-dedans. Donc, ça va marcher, ça ne devrait pas échouer, mais on doit quand même convaincre le validateur BPF que c'est le cas. Après ça, on peut copier toutes les données de l'appel à l'espace temporaire et on peut utiliser perf submit pour le copier dans le buffer rapide pour que ça soit partagé. Alors, il y a beaucoup de copies, malheureusement. Il y a des façons d'optimiser ça, mais on ne va pas en parler maintenant. Et du coup, maintenant, du côté Python, si vous êtes familier avec les C-types en Python, ça c'est une API qui vous permet de vous interfacer entre votre code Python et du code natif. Maintenant, on peut définir une structure qui est en gros une réplique de notre structure en C et on enregistre une fonction de handler qui va être appelée à chaque fois que perfSubmit est exécuté. Et on peut enregistrer ça sur une table qui s'appelle output, qui est une table qui a été définie dans le code en C. Ensuite, dans notre handler, on fait un cast, une conversion de notre type de données. Et tout à la fin, on fait un appel kprop poll sur cet objet qui nous a été fourni par BCC. Et le nom de cette fonction a changé dans la dernière version de BCC, mais c'est toujours la même idée. Et en gros, ça va juste poller les perf events pour nous. Donc, comment est-ce que ça marche en pratique? Ok, regardons un peu la sortie de strace. Donc la même chose à regarder ici, c'est le BPF progload en haut. Ok, on récupère le file descriptor 5. Ensuite, tous ces syscalls qu'on voit, c'est l'API de ftrace. Et la manière dont vous interagissez avec kprobe, etc., c'est vous faites probe add sur l'ID number que vous avez mis. Ensuite, vous ouvrez perf event. Vous lui passez une config. Il y a une séquence d'appels très flexible. Ok, ça ressemble beaucoup à IOCTL. Ensuite, on prend ça. En fait, on rappelle vraiment IOCTL à un moment sur ce file descriptor. Et on attache le programme IBPF à ce file descriptor. Et de cette manière, notre programme IBPF est associé avec kprobe. Qu'est-ce que cette BPF a fait vraiment? C'est une macro très compliquée, mais si vous regardez vraiment, elle fait rien. Ça a créé une structure dynamique et ça en fait une instance, mais ça remplit aucun des champs de la structure. Et c'est bizarre, parce que c'est faux et ça fait rien, c'est complètement un mock. Et ça va être remplacé par du code généré. C'est juste pour satisfaire le compilateur en fait. C'est une manière assez régulière de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on appelle ce perf submit? En fait, ça c'est remplacé par une fonction eBPF. Les arguments sont passés. En particulier, ça passe à un flag CPU identifier. Et du côté de noyau, on récupère un objet perf event. Et en utilisant le CPU sur lequel on est en tant qu'index. Et dans l'output de strace. Et la raison pour ça, c'est parce que dans l'output de strace, on avait certains de ces éléments qui nous parlaient de BPF, et ça nous permettait d'avoir le mapping avec les file descriptors. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer cet array ici, et on obtient un file descriptor qui correspond à cet array qu'on a créé. Et à la fin, on stocke les perf events. Donc en vert ici, on a les 0 et les 1, ça c'est les index des CPU. Et donc, on obtient 4 file descriptors pour ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle cette fonction updateLM et on utilise le file descriptor qui est donné par l'array qui correspond à l'array perf event. Et ensuite, on passe ces numéros chelous en hexadécimal. Ça, en fait, c'est des pointeurs qui correspondent à la clé. Ça correspond à une structure qui représente le premier CPU et la valeur, ça correspond à un pointeur sur une structure dans laquelle la clé c'est 1 et la valeur c'est 9. Et ensuite, on peut juste appeler Paul sur ces descripteurs de fichiers et tout marche bien. OK, on va changer un peu de vitesse ici. Parlons un peu des problèmes avec la validation de BPF.
le validateur eBPF, c'est pas un endroit sympa. Donc, pour que eBPF soit safe, parce que sinon, il peut faire plein de trucs complètement fous dans le kernel, comme modifier du code au runtime, appeler des fonctions, il peut écrire ou lire de la mémoire, il peut faire plein de choses. Donc, il faut le rendre sûr. Alors, le kernel Linux essaye de valider tout le code avant de le charger. Et donc, le kernel fait pas mal de choses. Il y a des checks qui sont assez simples que tout le monde connaît, comme par exemple, le code ne peut pas avoir de boucle ou de sauter en arrière. Ça permet d'éviter les boucles infinies, puisque ça s'exécute inline dans le kernel. C'est pas un processus à part qui est exécuté. Donc, si cette chose arrive à rentrer dans une boucle infinie, le kernel est complètement bloqué, au moins pour ce thread-là. Et même si votre code ne fait pas de boucle, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ça peut être rejeté par le validateur. Vous pouvez avoir, par exemple, des appels de fonctions qui ne sont pas static inline. Et s'il y a ça, vous faites peut-être un jump en avant ou en arrière, ou le return vous permettrait de revenir en arrière. Ou peut-être que la définition de la fonction est avant vous. Et dans ce cas-là, le call est un jump en arrière, en fait. Donc le kernel n'acceptera pas ça. Donc on est obligé de d'unroller toutes nos boucles, de les dérouler à l'avance pour que le kernel les accepte. Mais c'est embêtant parce qu'il y a des optimisations du compilateur qui peuvent être un problème. BCC utilise un compilateur qui optimise le code et qui est basé sur LLVM. Et du coup, même si vous, par exemple, demandez de dérouler la boucle, le compilateur, généralement, va tout dérouler. Mais en fonction de comment vous modifiez votre code, c'est possible que les optimisations changent et que le compilateur soit plus capable de dérouler la boucle. Et là, vous vous retrouvez avec une erreur qui n'a aucun sens parce que la partie du code que vous avez changée n'a rien à voir avec l'erreur que vous recevez maintenant. Donc, le validateur essaye aussi de s'assurer que les fonctions que vous appelez, vous leur donnez des arguments qui sont sûrs. Mais la logique pour ça n'est pas forcément très bien. Il y a tout un tas de choses où vous avez par exemple des limites de tableau qui ne sont pas forcément les bonnes. Et le validateur ne s'en rend pas forcément compte de ça. La raison pour ça, c'est parce que généralement, la partie d'optimisation ne voit pas forcément les choses, à peut-être enlever des données. Et le compilateur est plus intelligent que le validateur. Et ça amène à toutes sortes de problèmes. Une des choses qu'on peut faire, c'est qu'il faut rendre le code évidemment sûr avec des bounce checks. Mais le compilateur, lui, a des chances d'enlever ces vérifications inutiles. Et le validateur ne va pas forcément les voir, du coup. Donc, il faut que vous fassiez tout un tas de trucs pour convaincre le compilateur de ne pas enlever vos checks pour que le validateur puisse, lui, les voir et accepte votre code. Alors, ce qui est aussi embêtant, c'est que quand on met à jour BCC ou quand on met à jour le kernel, il y a du code qui était valide qui devient invalide ou du code qui était invalide qui devient valide. Tout peut se passer. Ce validateur, c'est vraiment bizarre. On a du code qui peut être accepté ou rejeté en fonction de si, par exemple, une fonction retournait un booléen ou un size-t qui était 0 ou 1. Et dans les deux cas, c'était stocké dans un uint 80. Non, un uint 8, pardon. Alors, il y a d'autres choses. Par exemple, si on commentait des lignes qui n'avaient rien à voir avec ça ailleurs dans le code, l'un était accepté et l'autre non. Et si on décommentait, c'était l'inverse. Ça n'avait absolument aucun sens. Donc, il y a eu un moment, moi, ça m'a vraiment énervé. Et j'ai écrit un module de kernel qui est juste un gros hack, qui s'intègre avec le validateur et qui juste bypass des parties de la validation pour que je puisse écrire du code, moi, comme je le voulais. Parce que, ce validateur, il ne sait pas ce que c'est que des limites d'arrêt, donc je vais lui dire ce que c'est des limites d'arrêt. Elles sont toutes sûres. Alors, il s'avère que le validateur est très couplé avec l'interpréteur de BPF. On ne peut pas juste le désactiver parce que quand l'interprète exécute le code, quand le validateur exécute ce code, il met tout un tas de champs à jour qui vont être utilisés ensuite par l'interprète pendant l'exécution. Donc, il faut s'intégrer assez en profondeur avec pour s'assurer que ces champs soient mis, oui, qu'ensuite vous puissiez peut-être les réécrire avec d'autres valeurs après qu'ils aient été mis avec d'autres valeurs pour que vous puissiez enfin charger votre code. Donc, on a cette démo de notre module de kernel qu'on a appelé le YOLO eBPF, évidemment. Donc, on a notre propre notation du hooking de fonction parce que c'est utile dans certains cas quand, par exemple, on a eBPF mais on n'a pas les API de ftrace parce que quelqu'un a modifié quelque chose dans leur config de kernel, par exemple. Alors, je tiens à dire, c'est vraiment spécifique à x86-64. On a juste ça. On a même du code en binaire qui est dans des strings en C. Donc, c'est même probable que ça ne marche pas dans d'autres versions du kernel, typiquement celles qui sont sorties il y a quelques jours. C'est quasiment sûr que ça ne marchera pas. Et si vous avez du code eBPF qui n'est pas sûr, c'est tout à fait possible que ça va crasher votre kernel. Donc, on rendra ce code public, mais c'est juste pour faire une démo. Personne ne devrait utiliser ça. À la fin de notre présentation, on aura un lien vers notre repo GitHub. Vous pourrez regarder ça. Mais
ne l'utilisez pas. Alors, si vous n'avez pas le luxe de pouvoir utiliser un module aussi hacky comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a des petites choses que vous pouvez faire pour négocier avec le validateur. Par exemple, vous pouvez utiliser la mémoire stack. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec les vulnérabilités, par exemple, dans les modules de réseau. Si vous avez, par exemple, des données qui sont stockées en stack et que ces données, il y a du padding entre les champs, et que vous essayez juste d'écrire quelque chose dans un champ, et que vous allez lire trop loin, vous allez peut-être copier des choses qui étaient dans cette partie de padding. ABPF n'aime pas du tout ça. Et c'est pas vraiment clair pourquoi, parce que si vous expliquez du code de BPF, vous êtes déjà plein de privilèges et vous êtes déjà en train de copier des données privilégiées. Mais il ne vous laisse pas copier des données qui sont, par exemple, dans du padding, si vous copiez des choses qui viennent de la stack. Donc, il ne vous laisse pas copier ces données de padding. Il faut aussi éliminer donc non seulement les accès à la stack, mais il faut aussi éliminer toutes vos boucles. Il va peut-être falloir utiliser des API spéciales qui vous permettent de forcer Clang à unroll vos boucles. Tous vos appels de fonctions doivent être des appels inline. Toutes les fonctions doivent être inline. Tous les kernels ne supportent pas forcément le fait de ne pas avoir ça, mais partie du principe que ça le supportera quand même. Et enfin, même si votre code, c'est que des fonctions inline statiques qui sont dans les headers, qui vous permettent par exemple d'être des helper functions pour accéder à des morceaux de structure dans le kernel, ça ne marche pas forcément si bien que ça dans BCC parfois. Parce que BCC va déréférencer un pointeur vers de la mémoire qui n'est pas dans la région de BPF. Quand il y a ça va être instrumenté et ça va être de la génération de code qui va appeler une fonction helper qui s'appelle BPF code read et cette fonction est responsable pour lire les données. Et donc, BCC n'est pas forcément très doué pour convertir des chaînes d'appels, comme on aurait par exemple quelque chose qui serait très très scopé en C, on a des fonctions qui appellent d'autres fonctions, qui appellent d'autres fonctions, et ce genre de choses ne marche globalement pas en EBPF. Donc, on a plein de cas où on a des fonctions qui servent par exemple à accéder à la structure de task par exemple, et au lieu d'avoir des fonctions qui vont vous aider à lire, vous allez devoir appeler BPF probe read à la main et extraire les données que vous voulez morceau par morceau. C'est très embêtant. Ensuite, si vous cherchez à avoir beaucoup de performance, vous aurez peut-être besoin d'implémenter votre propre buffer en anneau, votre propre ring buffer, pour stocker les données que vous voulez transférer de user space au kernel space et vice-versa, avec le moins de copies possible. Si vous faites ça, attention, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas avoir de boucle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un switch qui va être utilisé à chaque fois que vous voulez mettre à jour une valeur synchronisée, un compteur synchronisé. Et à la fin, il faut retourner au début de votre ring. Donc ça, c'est du code qui est très, très difficile à écrire et qu'il faut écrire vraiment spécifiquement pour plaire au validateur. Donc par exemple, dans ce cas, on a deux possibilités de position, 0 et 1. Et si on arrive à la fin, il faut revenir à 0. Si vous essayez de rajouter un deuxième cas, 0, il s'avère que le validateur n'acceptera pas ça pour tout un tas de raisons. Donc il faut avoir un autre cas pour à la fin pour remettre la valeur à 0. Et on ne peut pas ajouter d'autres cas aussi facilement que ça pour tout un tas de raisons pas importantes ici. Donc, c'est important parce qu'il y a des indirections dans BPF qui sont très très dynamiques. Pas juste parce que c'est pointeur sur pointeur pointeur, mais c'est parce que c'est des structures qui contiennent d'autres structures ou qui ont des références à d'autres structures. Et si vous voulez explorer ces données, vous devez avoir des structures que vous générez vous-même avec des pointeurs que vous allez copier pour pouvoir les traverser, pour aller relire d'autres structures. ABPF n'aime pas les boucles et il n'aime pas des fonctions helper tant qu'elles ne sont pas static inline. Donc, vous devez construire ce système à la main en faisant très attention à comment le construisez. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut savoir quand est-ce que vous n'avez pas suffisamment unrollé vos boucles pour compter toutes vos données. Et quand ça, c'est le cas, par exemple, vous avez unrollé votre boucle pour itérer sur tant d'éléments, mais vous avez plus d'éléments. Quand vous avez ça, vous devez être capable de gérer ça gracieusement et juste d'ignorer les éléments suivants et peut-être de loguer ça. Enfin, pour survivre quand vous faites du kernel, quand vous utilisez BPF, vous le faites ça parce que vous voulez aller vite. Mais ça peut être utile d'avoir, par exemple, le kernel qui va faire du filtrage pour vous. Mais pour faire ce filtrage, il faut pouvoir faire des comparaisons et des choses comme ça. Et si vous n'avez pas déterminé qu'un élément est dans un set, comment est-ce que vous allez faire ça sans récursion ou sans boucle? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire quelque chose comme avoir un BST, un arbre de recherche binaire, en user space qui va permettre de chercher dans les limites. Et ça va générer le code ABPF qui va permettre, lui, de faire ces calculs, cette détermination de façon statique. Enfin, une autre chose que le validateur détesterait vraiment, c'est quand vous avez des copies d'une donnée et que la taille que vous avez copiée vient de quelque chose de dynamique. Ça, c'est en particulier parce que donc, le validateur essaye de savoir combien vous copiez de données et il n'est pas capable de déterminer au moment de la validation.
Donc la façon qu'on a, nous, de faire ça, c'est qu'on utilise une fonction inline qui permet de casser cette logique en 2 morceaux, et ça permet d'outrepasser le validateur sur ce problème-là. C'est des trucs complètement fous. Donc, une autre chose que vous pouvez faire avec BCC au moins, c'est d'activer de l'output de debug qui vous affichera toutes les instructions eBPF et qui vous affichera aussi tout le code C après la passe de préprocesseur qui est implémenté par ces instructions. Donc ça vous permet de regarder un peu plus où est-ce que dans l'assembleur quelque chose n'a pas marché. Bon courage. C'était facile, hein? So, since we're security consultants, Donc, puisqu'on est des chercheurs en sécurité, on a besoin de se demander est-ce que eBPF peut être utilisé pour se défendre en tant que mesure de défense? why not? I mean, Pourquoi pas? eBPF is really fast. C'est vraiment rapide. eBPF, c'est vraiment rapide. C'est successful. Peut-être qu'on peut améliorer nos audits avec ça. Do it. Ok, essayons. What does security monitoring software do? Qu'est-ce qu'un logiciel de sécurité qui améliore la sécurité? Program executions, file accesses. Donc, faut gérer les exécutions de programmes, les accès aux fichiers. And hey, eBPF Kprobes can do all this. Et les keyprobes d'eBPF peuvent faire tout ça. Would make this a good fit. Well, Donc, peut-être que c'est un bon fit pour ça. programs, they can see everything. Donc, les programmes de tracing eBPF peuvent tout voir. The internal kernel function, Ils peuvent inspecter n'importe quel appel de fonction du noyau. user space memory. Ils peuvent accéder à la fois à la mémoire, aux sources de mémoire entre le kernel et l'userland. Monitoring tasks. We're going to begin Par exemple, pour monitorer des processus, des tâches. On peut hooker au niveau du l'appel système execveo. Nice refresher. We've got the kprobe underscore. Donc, and then oui, on a la fonction qui ressemble à celle qu'on avait tout à l'heure sur open, sauf que là, c'est sur execveo. Et donc, on utilise trace.printk pour afficher quand execveo est appelé. So now let's do something more interesting. Ok, faisons quelque chose de plus intéressant. Compare the On peut comparer file path le chemin du fichier known standard avec des fichiers qu'on connaît déjà à l'avance. for example, bin or Par exemple, bin, slash bin, user local bin. and we could do this just by Et on peut faire ça checking the file name juste parameter. en vérifiant le nom de fichier qui est passé à un paramètre. We have our directory prefix set. On a notre préfixe pour le répertoire. It's too complicated for eBPF to check all that, Donc- all the other directories. C'est trop compliqué avec eBPF pour checker tous les autres répertoires. Donc on utilise unroll loop. And see Donc if it's in on vérifie, donc on fait le check We're just gonna let the user know. octet par octet. So, another thought that came out of this was if Donc, we have a web Quelque app, chose auquel on a pensé, c'est par exemple, imaginons qu'on a une application web stuff it's not supposed to. et on voudrait savoir si elle exécute des choses qu'elle n'est pas censée exécuter. Web app that, you know, is just a front end to Donc ping par exemple, l'application web, ça peut être juste un front-end user input. qui prend une IP adresse en tant que en tant que entrée utilisateur et qui utilise ça pour implémenter un ping. Et donc elle ne devrait jamais exécuter, cette application web ne devrait jamais exécuter autre chose que l'application ping. Same thing, hooking sysexec Donc voilà, ici, pareil, on se hook sur execveo pour savoir ce que l'application exécute. a define using argparse, and if it's not equal to the PID of our web application, Et donc par exemple, continue checking anything. aussi on vérifie que l'application qu'on est en train de regarder depuis en utilisant Kprobes correspond bien à l'application web. Donc pour ça, on peut utiliser le PID de l'application pour vérifier ça. They're not the same length, but if it is the same length, we're going to make sure that it's not ping, and then let the user know. Donc après, on veut vérifier que c'est ping. Et pour commencer, pour rendre les choses simples, on va d'abord vérifier la longueur du chemin vers l'exécutable. Et si ça correspond à la longueur du chemin exécutable ping, alors là, on vérifie que c'est bien ping. Et on continue. Okay, again, nice and simple, straightforward. Just going to hook do sysopen. Ensuite, on va hook sur open. To make this somewhat useful, we're going to see Parce qu'on voudrait vérifier les ouvertures de fichiers pour un répertoire en particulier. same thing. You have the Donc par exemple, le répertoire on voudrait pas que l'application accède, c'est le répertoire /root. if it's actually in the root directory. Donc pareil, on fait la vérification sur le nom du fichier octet par octet. Let
you know something. All these examples Ok, on a une petite are insecure. secret à vous dire. Tout ça, c'est tous ces exemples qu'on vient vous montrer, c'est très très dangereux. Ils sont pas du tout sécures à utiliser, sûrs à utiliser. And in fact, Puisque- the limitations make it extremely difficult to write secure eBPF code. C'est très difficile d'écrire du code eBPF secure en fait, qui va pas Time of check, time of attaquer votre noyau ou faire des choses mauvaises dedans. We notice this when you kprobe a syscall. So the user supplied data that you get from the hooked syscall Donc- can change from the time when you copy. Par exemple, si vous zookez kprobe, les données utilisateurs que vous voyez avec kprobe peuvent être différentes de ce qui va en fait être envoyé the first thread au noyau. one character array, and then the second one just opens that. And we see here some nice. Par exemple, si votre application est multithreadée, faut bien penser que les choses peuvent être dans le désordre, etc. How do we avoid this problem? Well, our recommendation is to hook internal kernel functions instead of the syscalls. Donc notre recommandation pour ça, c'est au lieu au lieu de hooker les syscalls, de plutôt hooker en fait les fonctions qui implémentent ces syscalls au sein du noyau. There's some things that we have to take into account and make sure that we think about when we're creating these things, such as how file names work. So, what if it's not accessed by the absolute path? Ok, par exemple, si l'accès n'est pas fait par un chemin absolu, mais plutôt par un chemin relatif, est-ce qu'on peut détecter ça? By comparing the value or attempting to canonicalize it On ourselves. peut essayer par exemple de canoniser le fichier, It's just way too complicated. mais tout ça va être très compliqué de faire ces choses-là avec eBPF. Try to find an internal function. À la place, on peut essayer de trouver des fonctions internes au noyau qui, au lieu de prendre un chemin relatif, prennent forcément un chemin absolu. Et du coup, on passe complètement à travers ce problème. The syscall gets. So we notice that BCC has example code Donc, for network monitoring. On a trouvé que par exemple BCC a des codes d'exemple pour monitorer du réseau. Offsets. Specifically, it did not account for the fact that TCP options are variable length. Et par exemple, on a trouvé que ça prenait pas en compte le fait que les options TCP avaient une longueur variable. A POC Et, patch. et c'était par exemple possible de passer outre des vérifications que faisait BCC en utilisant un peu cette faille. Et du coup, on a écrit un patch. Make sure you're requiring strict validation. Donc, de manière générale, BPF doesn't have a copy from user. So you basically could assurez-vous que tricked into reading kernel memory that was supplied by a user. User space. assurez-vous que les valeurs avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez leur faire confiance. And then just manually verify the pointers. Et à vérifier vos pointeurs manuellement. Again, can it be used for defense? Donc, est-ce que- not directly. The limitation Est-ce que donc, du coup, ce framework peut être utilisé pour la défense? Pas vraiment. It's much more useful to observe the data that flows through the system. So C'est we Plus utile de regarder comment les données traversent le système. Unix domain sockets. It Donc, demonstrates our par exemple, successful on a fate Unix dump, validation. c'est comme TCP dump, mais pour les sockets Unix. And link for that will be at the end of the slides. Et on vous montrera ça à la fin de la présentation. Mais en gros, ça hook juste Unix stream send message et Unix diagram send message. So this is used to tweak the eBPF program at runtime, in quotes. C'est quelque chose qui est utilisé pour Also helps us get around the loop restrictions. So here's Ça nous permet de modifier le programme eBPF pendant son exécution et par exemple de mettre des boucles là où il ne devrait pas y en avoir. Donc ça, c'est le genre the de per choses CPU dont on a parlé array, avant. which keeps track of On a aussi notre arrêt par CPU qui, lui, ça garde la position dans le ring buffer où on se trouve. Puisqu'on ne peut pas faire de boucle, du coup, il faut qu'on utilise ça. Donc ça, c'est le code qu'on a pour ça. make sure we're checking Et il faut aussi qu'on s'assure en permanence qu'on vérifie que les valeurs qu'on a, si elles sont kernel space ou your space, parce qu'on peut avoir des rest conditions dans lesquelles le C pourrait réécrire quelque chose que le Python avait, par exemple, parce que je ne sais pas si Python a fini d'utiliser cette valeur. Donc, on s'assure que le code en C sait qu'il ne faut pas utiliser une valeur qui est toujours utilisée par Python. Donc, si eBPF n'est pas si bon pour ça, pour la défense, qu'est-ce qu'on peut faire avec eBPF? Parlons un peu d'attaque. Alors,
Partons du principe qu'un attaquant a des privilèges sur un système moderne. Peut-être qu'il a cap sysadmin. Dans un container, parce que les conteneurs, c'est sûr, non? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec BPF? Il peut faire beaucoup. Donc, déjà, tout le tracing peut non seulement tout voir, il peut aussi lire de la mémoire user space. Il peut aussi écrire de la mémoire user space. Je répète, il peut aussi écrire de la mémoire user space. Donc, BPF write user, probe write user, pardon, c'est l'appel magique qui nous permet de faire ça. Ça permet uniquement d'écrire sur de la mémoire user space qui est writable. Donc, on ne peut pas écrire dans la section texte, par exemple, mais on peut écrire tout le reste. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'utile dans ces régions? On a des buffers pour lire, écrire. On a des données qui vont être envoyées au syscall. On a peut-être des trucs un peu importants, un peu secrets, qui sont lus dans des file descripteurs, peut-être du code qui est exécuté à partir de ce file descriptor. Peut-être qu'il y a un processus privilégié qui fait ça. Je me demande, mais oui, cron. Donc, j'ai écrit ce truc qui s'appelle cronjob, qui fait des faux cronjobs. C'est le cron autopawner ici. Lui, ce qu'il fait, c'est il look tous les syscalls de la famille stat. Et quand cron essaye d'avoir des informations pour savoir s'il doit ou non recharger sa cron tab, il utilise stat pour regarder à la dernière fois que le fichier a été modifié. Donc nous, on va juste instrumenter ça pour que cron charge le fichier à chaque fois. Ensuite, on hook openat et close pour qu'à chaque fois que le fichier est ouvert, on sauvegarde le file descriptor qui va être utilisé pour ça et on le stocke quelque part pour plus tard. Et s'il est fermé, closed, on arrête de suivre ce fichier-là. Et ensuite, on hook read pour ce fichier en particulier, ce file descriptor en particulier. Et si on voit qu'il y a des lectures sur ce file descriptor, alors dans ce qui est retourné, on peut modifier ce qui a été retourné avec notre propre commande, comme on pourrait faire. Donc, petite démo. Donc, ça tourne. C'est une version un petit peu modifiée de Docker parce qu'il s'avère que Docker a changé son profil à part mort il y a peu de temps après qu'on ait publié ça, et ça a modifié, ça a supprimé un des trucs qu'on utilisait. Donc c'est un Docker un tout petit peu modifié, mais on a presque tout mis à jour pour pouvoir faire cette attaque. Et du coup, on peut voir ici cette commande route est injectée tout en haut de notre runtime. Donc c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est amusant là-dedans? Alors on a ces maps qui sont par corps. Et on peut l'utiliser pour communiquer les données, et on a des hashmaps pour échanger des données de l'un à l'autre. Et on a aussi cette fonction de sniffer qui permet de garder le temps où on est pour savoir quand est-ce qu'on va retourner en user space. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans BPF avec ça? Si vous vous rappelez, on peut écrire dans la stack. Les stacks ont des adresses de retour. Donc, on peut aussi lire toute la stack dans tous les process en user space. On peut scanner la section texte pour trouver des shared libraries, des bibliothèques partagées. Donc, je pense que vous pouvez voir où est-ce que ça va. Donc, on a aussi écrit ce truc-là qui s'appelle glibc pound, qui est l'autopawner pour systemd. Donc ça scanne le PID 1, sa mémoire, ça cherche la libc. Ça lit la stack le contenu de la stack et ça cherche une adresse de retour. Ça insère une rob chain qui va exécuter DLOpen sur un path que nous, on fournit. Ça nous permet de charger notre propre bibliothèque dans le PID 1. Et ensuite, on peut juste nettoyer tout ça. C'est très propre. Donc, pour parler un peu de ce qui se passe, on a ici ce morceau qui s'appelle findglibc pour trouver la libc. Ça, ce que ça fait, c'est ça nous dump les adresses de retour et où est la base de la libc. Et ensuite, on passe ça à la fonction poundlibc. C'est cette partie-là qui génère la rob chain qu'on a préparée à la main en se basant sur la glibc, parce que dans la glibc, il y a plein de rob gadgets très utiles. Donc, on exécute ça et au bout d'un moment, ça retourne et ça fait deux trucs. Ça charge notre bibliothèque partagée. Donc, si vous regardez ce code C, c'est ce qu'il y avait dedans. Donc, ça va exécuter un syscall et ça va exécuter ID et ça va mettre ça dans temp-evil. Et temp-evil est maintenant rempli avec des fichiers qui appartiennent à root. Et on peut voir ici dans le syslog qu'on a un message qui dit hello35c3. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, mais pour très rapidement parler de comment ça marche. Globalement, on fait un hook sur le timer FD7 timer, parce que systemd appelle ça au moins une fois par minute, c'est garanti. Et ça, c'est très fiable.
Ensuite, on scanne dans des structures qui sont dans la stack, ça passe à ce syscall pour qu'on puisse trouver une adresse de retour. Donc ensuite, on scanne pour trouver une adresse de retour dans le stub de syscall parce qu'on sait que ça va être dans la chaîne. Et ensuite, on peut set RAX sur l'ID dont on a besoin et on peut appeler du coup la bonne instruction. Donc on scanne pour le syscall jusqu'à ce qu'on cherche. On trouve où est le syscall stub, on cherche l'offset qu'on connaît du départ depuis la ellipse et ensuite on peut changer l'adresse de retour avec le pointeur qu'on a calculé. Une fois qu'on a fait ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un hack qu'on pouvait faire qui permettait d'avoir tous les registres associés au processus. Parce que BPF et BCC, normalement, ne vous donnent pas ces processus. Il faut scanner la mémoire pour les avoir. Mais c'est toujours utile pour d'autres choses. Ensuite, on hook TimerFD à nouveau. Et dans la valeur de retour de ça, on peut ensuite remonter la stack et la copier quelque part. Ensuite, on écrit notre opchain et ensuite, on retourne en user space. Donc, TimerFD retourne directement après l'instruction de syscall et ça retourne dans notre opchain. Notre opchain met en place toutes les valeurs et tous les arguments et tous les pointeurs et ça appelle DLOpen. Une fois que c'est fini, on ne veut pas que notre système ait à se nettoyer. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est que la opchain fait le nettoyage. Donc, la opchain appelle close avec une valeur magique négative qui, normalement, ne serait pas valide puisque le kernel ne va pas reconnaître ce file descriptor. Mais nous, dans notre hook sur close, on utilise ça comme une valeur de signal. Donc, une fois qu'on est là-dedans, on peut réécrire l'essentiel de la stack existante, sauf le dernier gadget. Ensuite, on écrit une nouvelle opchain qui est après là où se trouvait la stack, la fin de la stack qu'il y avait avant. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que DLOpen lui-même peut utiliser beaucoup d'espace en stack et effacer ou réécrire des choses qu'on a réécrites. Ensuite, du coup, on retourne au user space dans la dernière partie de notre nouvelle opchain, de notre ancienne opchain. Ça set RSP pour pointer sur la nouvelle opchain. La nouvelle opchain se contente, elle, d'effacer ce qui restait de l'ancienne opchain. Ensuite, ça remet RAX à sa valeur pour que ça ressemble à la fin d'une exécution de TimerFD pour que le code parent ait l'impression que TimerFD a réussi. La glibc, c'est très stable. Ces gadgets marchent sur diverses versions de la libc, sur différentes distributions. C'est cool. Alors, il faudra régénérer les offsets, mais les gadgets sont toujours là, ils sont toujours en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec eBPF? On peut l'utiliser pour ce que c'est prévu de faire. Donc, vous savez, une fois qu'on a exécuté cette kprobe, il faut pas que quelqu'un vous arrête. Ça peut empêcher des processus d'interagir avec le kernel. Par exemple, vous pouvez bloquer des processus qui essaieraient de lister des programmes eBPF et des kprobes. Vous pouvez empêcher des programmes de créer des eBPF et des kprobes. Vous pouvez empêcher des programmes de charger des modules de kernel et vous pouvez empêcher des programmes d'appeler quelqu'un d'autre, d'appeler à l'extérieur. Et donc ça, c'est utile parce que ça vous permet de faire que quand vous avez un programme eBPF qui est compilé et chargé, vous pouvez avoir une logique qui va envoyer un message sur DMSG pour dire que ce programme s'exécute. Ça, c'est un warning intéressant. Mais il y a une race condition intéressante, puisque quelqu'un qui lit DMessage doit pouvoir lire depuis ça. Et pour ça, il faut utiliser un syscall. Donc, ils vont lire et ensuite, s'ils utilisent un syscall pour prévenir quelqu'un de ce qui s'est passé, vous pouvez bloquer ça. Donc, vous pouvez utiliser DPDK, par exemple, pour empêcher des paquets de sortir. Même si vous utilisez DPDK, vous pouvez empêcher les paquets de sortir. Il y a plein de façons qu'ils ont de faire ça, mais vous pouvez tout bloquer. On a des exemples ici qu'on a eu un peu de mal à les mettre en place, mais on peut complètement empêcher un syscall même de se produire. Donc, une chose intéressante à retenir de ça, c'est qu'il faut qu'on garde notre process eBPF en vie, parce que s'il meurt, tout s'arrête. Et on peut faire en sorte que nos kprobes eBPF soient essentiellement immortels. Parce qu'on peut prendre le contrôle de PID1. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exécuter d'autres kprobes eBPF depuis PID1, une fois qu'on est à l'intérieur? Ça veut dire qu'on est en vie jusqu'à ce que le système s'éteigne. Ou peut-être que PID1 va s'éteindre, mais du coup, le système s'éteint avec lui. Donc, ça, c'est cool, puisque en général, PID1, c'est systemd pour la plupart des gens. Et comme on le sait tous, PID1, ça s'écroule de partout. C'est même pas génial. Ça se fait attaquer par des rootkits eBPF de l'âge de l'espace. Donc, eBPF, c'est utile pour tout. Sauf qu'il y a des gens qui essayent d'écrire des IDS avec ça, et ça n'a aucun sens. Donc, il faut que eBPF soit meilleur en matière de support de ce genre de choses. À l'heure actuelle, ça ne marche pas du tout. Donc, moi, ce que je demande, s'il y a des développeurs kernel qui m'écoutent ici, il faut vraiment une fonction copy from user où on n'a pas besoin de vérifier les pointeurs à la main nous-mêmes pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye d'ouvrir un path qui est en fait une adresse dans le kernel.
Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi avoir des helpers pour tous ces trucs comme manipuler des fichiers, par exemple, histoire qu'on puisse, par exemple, utiliser des paths qui aient du sens. Peut-être avoir des opérations de comparaison de mémoire, comme ça on n'a pas à faire tous ces tricks bizarres. Et s'il vous plaît, même set. J'en ai marre de devoir utiliser ma limite d'instruction juste pour pouvoir faire des même sets. Donc, un peu de salutations et de remerciements ici. Les développeurs BCC, ils sont vraiment cool, ils ont fait des outils super bien et tous ces trucs s'améliorent tous les jours. Merci à Julia Evans parce qu'elle a des posts super sur comment Kprobs et tout ça, ça marche. Même pour Brendan Gregg. Et Jessie Frazel, elle a écrit des choses qui s'appellent, des choses qui s'appellent BPFD. Et ça, c'est des choses que, par exemple, j'aimerais bien pouvoir injecter dans PD1 comme mon gestionnaire de hootkit. Vraiment. Parce que ça gère tous ces trucs-là. Vous ne pouvez pas échapper au futur. Est-ce qu'il y a des questions? Yeah. Are there questions? Est-ce qu'on a des questions? Si vous écoutez cette traduction, on peut poser des questions sur IRC, sur 35C3 All D, sur le serveur IRC de Hackint. OK, question. Ok, micro numéro 2. Bonjour, super conférence. Est-ce que vous pouvez juste désactiver les optimisations du compilateur et vous évitez un tas de problèmes avec la validation? Alors, si vous voulez modifier le bout de code qui fait ça, tout ça, c'est du code en C++ parce que c'est tout dans LLVM. Donc, il faudrait recompiler BCC et faire pas mal de changements dans BCC pour faire ça. Alors, c'est possible de rajouter des flags qui feraient ça, mais je comprends pas vraiment comment se fait l'injection là-dedans et à quel point on peut overrider les optimisations. Numéro 3. What kernel version have you tested with? Quelle version? Which kernel version have you tried this with? Because there is a lot of improvement in every. Oh, quelle version du Neo avez-vous utilisé? Parce qu'il y a eu plein d'améliorations depuis un certain moment. Alors, l'essentiel de ça, on l'a surtout fait sur deux kernels. Je crois 4.15 sur Ubuntu 18.4, 4.18 sur Ubuntu 18.10 et je crois 16 ou 17 sur Kali Linux. Numéro 2. C'est facile d'injecter des choses. Est-ce qu'on peut éviter que tout ça soit activé en premier lieu? Je vois qu'il y a des choses dans le kernel qui utilisent eBPF pour des choses vraiment basiques, mais est-ce qu'en tant qu'utilisateur, je peux injecter plus de trucs avec eBPF? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on peut rendre... Est-ce qu'on peut faciliter, rendre plus difficile à des scripts inconnus d'injecter du code? Par exemple, si on utilise des conteneurs, il y a tout un tas d'opérations qui vont être restreintes par les profils à part mort et SE Linux, par exemple, qui empêchent des interactions avec sysfs. Le problème, c'est que dans les nouveaux kernels Linux, il y a une nouvelle façon de faire ça et de marcher ça, qui est d'utiliser le syscall BPF ou Perfect Open, et ça permet d'éviter d'avoir passé par sysfs. Donc ça va complètement bypasser cette protection. Sir, number 2. Do you know if any cloud providers which offer? Est-ce que vous connaissez des providers cloud qui vous offrent des containers? Alors, on n'a pas regardé. S'il y a quelqu'un qui vous donne capsysadmin, vous avez d'autres problèmes. Si vous avez capsysadmin, arriver aux routes, il y a plein de façons de le faire. C'est même pas une vraie escalation de privilèges. C'est un truc pour vous montrer qui est cool, mais si quelqu'un vous donne capsysadmin, vous avez route. Donc, si vous avez un fournisseur de cloud qui vous donne capsysadmin, il devrait probablement pas faire ça parce que vous allez avoir le route de toute façon. Someone else? No. Well, Jeff. Eh bien, merci beaucoup à Jeff et Andy, Jeff DiLeo et Andy Olson pour cette présentation. On va s'arrêter ici. Teneur d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît.